va peut-être commencer tranquillement, histoire de ne pas trop prendre de retard sur cette session sclérodermie, et on s'excuse auprès de ceux qui sont connectés pour le retard. Donc, je vais aborder cet après-midi avec la thématique de la sclérodermie systémique, où je vais parler des actualités bibliographiques. Je serai ensuite succédée par mes collègues Élodie Blanchard, puis Marie-Élise Truchetet, qui vous feront la prise en charge de la PID et la recherche transactionnelle dans la sclérodermie systémique. Donc, on va aborder des articles que j'ai choisis. Alors, c'est un choix qui est parfaitement personnel et peut-être qui ne correspondra pas à vos attentes, mais j'ai décidé de vous présenter quelques articles qui portent sur les aspects cliniques, les aspects thérapeutiques et la recherche dans la sclérodermie. Sur le plan clinique, je vais vous présenter 4 papiers qui portent sur des associations cliniques myosite, cancer, sclérodermie, myosite et sclérodermie, ostéite et sclérodermie, et une note particulière pour les pédiatres qui sont bien représentés aujourd'hui. Voilà. Ils sont là. Autour des formes juvéniles des sclérodermies systémiques. Je vais juste attendre 2 minutes que les gens s'installent, ça fait beaucoup de bruit. Ok, parfait. Alors, le premier papier, c'est un papier très bordelais, qui est un travail qui a été réalisé par Léa Lopez, qui est là aujourd'hui, et coordonné par Marie-Élise Truchetet, qui porte sur les facteurs cliniques et immunologiques associés au risque de cancer au cours de la sclérodermie systémique. Il s'agit d'une étude monocentrique observationnelle rétrospective. Et dans cette étude, ils ont pu tout de même inclure 460 patients, 70 qui avaient une sclérodermie associée à un cancer, et ils les ont comparés à une cohorte de patients sans cancer associé. Ce que l'on constate dans cette étude, c'est que les patients qui ont une sclérodermie associée à un cancer sont plus âgés, ils ont une mortalité plus forte qui était attendue. Ce que l'on voit également, c'est que lorsque le cancer survient, il survient dans les 3 ans du diagnostic de la sclérodermie, avant ou après le diagnostic de cette sclérodermie, mais sur cette fenêtre-là de 3 ans. Et fait intéressant, c'est que on a autant de formes diffuses de sclérodermie que de formes limitées chez ces patients qui développent un cancer associé à une sclérodermie systémique. Le deuxième point qui est important, c'est que lorsqu'on regarde le profil phénotypique de ces patients-là, c'est que les patients qui ont un cancer associé à une sclérodermie sont des patients qui ont plus d'atteintes interstitielles. Et si on regarde sur le plan immunologique leurs caractéristiques, on s'attendait à ce qu'ils aient plus d'anti-ARN-POL3 et ça ressort bien évidemment. Mais ils ont aussi une signature anti-SSA. Et dans l'analyse multivariée, c'est en effet ce profil anti-ARN-POL3 et anti-SSA qui ressort comme étant un facteur de risque biologique de cancer dans la sclérodermie systémique. Enfin, lorsque ces patients ont un cancer, c'est plus volontiers un cancer du poumon ou un cancer du sein. Ce sont les cancers qui sont majoritairement représentés. Et ce que l'on voit, c'est que cette fois-ci, en termes de phénotype clinique de sclérodermie, on a des profils différents avec des cancers du poumon qui s'observent davantage chez des patients qui ont des formes diffuses de sclérodermie, alors que dans le cancer du sein, on verra plutôt des patients atteints d'une sclérodermie systémique de forme limitée. Deuxième étude que je voulais vous présenter ici, c'est cette étude, cette fois-ci espagnole, qui a eu pour objectif d'identifier le phénotype clinique, sérologique et histologique des myocytes associés aux sclérodermies systémiques. Il s'agissait d'une étude monocentrique, encore une fois rétrospective, bicentrique, pardon, rétrospective. Ils ont pris en fait rétrospectivement les biopsies musculaires de ces patients qui avaient donc une myosite associée à une sclérodermie systémique et ils ont classé ces patients selon 2 patterns différents.
les patients qui avaient un muscle très inflammatoire versus les patients qui avaient un muscle très fibrosé. Ils ont retenu 40 patients dans ce travail qui, encore une fois, est rétrospectif et donc dans lequel il y a de nombreux biais. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que dans ces deux phénotypes anatomopathologiques se distinguaient deux présentations cliniques avec des patients qui avaient un profil de myosite très inflammatoire et qui avait une faiblesse musculaire marquée, une élévation importante des CPK, des lésions cutanées associées volontiers évocatrices de dermatopolymyosite, avec sur le plan immunologique un profil anti-PMSCL et des patients qui répondaient assez bien aux immunosuppresseurs. Dans le deuxième groupe, on avait donc des patients qui avaient une myosite plutôt fibrosante, qui étaient peu symptomatiques, mais fait important dans cette description-là, c'est que c'était des patients qui avaient volontiers une atteinte cardiaque associée qu'il fallait dépister avec des CPK qui étaient subnormaux, des patients qui avaient plutôt un profil anti-SL70 et dont la caractéristique était une mortalité plus élevée, comme vous pouvez le voir ici avec ce phénotype fibrosant musculaire qui impactait sur la survie, probablement en lien avec l'atteinte cardiaque associée chez ces patients. Troisième étude, une étude que vous connaissez peut-être, certains d'entre nous vont participer à ce travail-là, une étude de sclérose en fait, qui avait pour objet de décrire cliniquement et d'identifier les facteurs associés aux ostéites au cours de la sclérodermie systémique. Il s'agit d'une étude multicentrique cas contrôle où ils avaient 48 patients qu'ils ont comparé à 192 contrôles. Et ce que l'on retient de cette étude-là, c'est que lorsque l'ostéite survenait, elle survenait une fois sur deux en regard d'un ulcère digital chez ces patients atteints de sclérodermie systémique, que l'ostéite se manifestait volontiers par la présence de signes inflammatoires locaux très marqués chez 3 patients sur 4, qu'une fois sur deux, il y avait des signes radiologiques très nets d'ostéolyse qui attestaient de la présence de cette ostéite, que sur le plan microbiologique, on avait surtout du staph, des anaérobies et des entérobactéries qui dictent l'antibiothérapie que l'on doit proposer à ces patients-là et que les principaux facteurs de risque d'ostéite sur l'analyse multivariée étaient la survenue la présence d'une calcinose et ou d'ulcères digitaux. Enfin, dernier point clinique concernant la sclérodermie systémique, c'est ce papier qui s'est intéressé aux formes juvéniles de sclérodermie systémique au travers d'une étude multicentrique transversale où ils ont rapporté 150 enfants atteints d'une sclérodermie systémique. Ils nous montrent que parmi ces 150 enfants, il y en avait 108 qui avaient une forme diffuse, 42 qui avaient une forme limitée. Parmi ces patients qui avaient une forme diffuse, ils avaient bien évidemment un score de Rodnan plus élevé que les autres, c'était attendu, mais ils avaient aussi plus de manifestations dermatologiques avec plus de papules de Gautron, plus de télangiectasie, plus d'ulcération, un retentissement fonctionnel respiratoire plus important chez les patients qui avaient cette forme diffuse, alors que l'atteinte cardiaque se voyait plutôt de façon prédominante chez les enfants qui présentaient une sclérodermie systémique de forme limitée. Sur le plan immunologique, ça c'est assez intéressant, c'est assez différent de ce que l'on voit nous dans notre population adulte, c'est qu'il n'y avait pas ce phénotype immunologique qu'on a l'habitude de voir, avec ici, cette fois-ci, autant d'anti-SL70 et d'anticentromères dans les formes diffuses comme les formes limitées. Ce que l'on retient de ce travail, c'est que chez l'enfant, les sclérodermies systémiques se manifestent sous 3 présentations. La forme diffuse qui est la plus fréquente et qui se caractérise par une atteinte pulmonaire marquée, la forme limitée qui est plus rare, mais dont on doit se méfier de l'atteinte cardiaque, et bien évidemment les symptômes de chevauchement qui se caractérisent par la présence d'anticorps anti-PMSCL et un tableau de dermatomyosite associé. On va passer aux aspects thérapeutiques. On va brasser rapidement ces 5 essais, 2 essais de phase 3 et 3 essais de phase 2, avec d'abord cet essai que vous connaissez sûrement, qui est l'essai FOCUS-SED, qui évaluait le tocilizumab dans la sclérodermie systémique précoce avec atteinte interstitielle pulmonaire. Il s'agissait d'une étude randomisée contrôlée en double aveugle, dont le critère d'évaluation principal était le score de Rodnan modifié à 48 semaines. Les résultats de cet essai qui ont été publiés initialement montraient qu'il n'y avait pas d'amélioration cutanée, donc le critère principal n'était pas atteint dans cet essai-là. Par contre, sur le plan des critères secondaires, on retenait une stabilisation de l'atteinte pulmonaire chez les patients qui recevraient le traitement par tocilizumab. Je vous présente ici les données de la phase d'extension qui ont été publiées en 2022.
où tous les patients ont basculé dans le bras tocilizumab et ils étaient évalués à 96 semaines. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'encore une fois, on n'a pas de bénéfice cutané à l'utilisation du tocilizumab en sclérodermie systémique à 96 semaines, malgré le fait que tous les patients reçoivent le tocilizumab. Par contre, on a une stabilisation de la capacité vitale forcée chez ces patients-là à 96 semaines. Ici, vous avez en orange les patients qui ont reçu le tocilizumab, continuez donc cette stratégie-là. Et en bleu, vous avez les patients qui avaient reçu initialement le placebo, qui à 48 semaines recevaient le toci avec cette stabilisation de la CVF. Un petit point sur cet essai qui est également un essai de phase 3 et qui évalue l'intérêt de la toxine botulique chez les patients qui présentent un phénomène de rénaux associé à la sclérodermie systémique. C'est une étude randomisée contrôlée en double aveugle et le critère d'évaluation principal était le nombre de phénomènes de rénaux dans les 4 semaines suivant l'injection qui était faite sur la face palmaire des patients. Donc, il s'agissait de patients atteints d'une sclérodermie systémique avec un phénomène de rénaux qui survenait de façon paroxystique au moins à hauteur de 5 épisodes par semaine, 2 bras, avec un bras placebo et une évaluation à 4 semaines. Et ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas de bénéfice sur le phénomène de rénaux, pas via l'injection de cette toxine, et que par contre, la toxine était bien injectée puisqu'il y avait davantage de faiblesse musculaire chez les patients qui recevaient l'injection de toxine. Donc, aucun bénéfice, par contre, sur le phénomène de rénaux. Très rapidement, cet essai récital, en fait, dont on a déjà parlé, qui est l'essai qui a évalué l'intérêt du rituximab versus cyclophosphamide chez les patients qui avaient une pneumopathie interstitielle diffuse dans un contexte de connectivite. On a parlé ce matin des patients qui recevaient le traitement dans le cadre d'une myosite. Et en effet, dans cette étude-là, on a inclus 3 groupes de patients. On a inclus les sclérodermies qui nous intéressent ici, les myosites inflammatoires et les connectivites mixtes. Les patients recevaient soit du ritux, soit du cyclophosphamide. À 24 semaines, on avait une évaluation de la capacité vitale forcée qui était le critère d'évaluation principal. Comme vous le voyez ici, il y avait une vingtaine de patients dans chaque bras qui étaient atteints d'une sclérodermie systémique et les données, alors les résultats de cet essai montrent qu'il n'y avait pas de supériorité en analyse globale du rituximab versus du cyclophosphamide dans l'évolution de la capacité vitale forcée de ces patients qui s'amélioraient toute analyse confondue. Et lorsqu'on regarde les données qui ont été présentées cette année à l'ACR, concernant le groupe des sclérodermies systémiques, vous voyez que le bénéfice sur la capacité vitale est nul avec des patients qui n'ont aucun bénéfice à recevoir un traitement par rituximab ou cyclophosphamide ici. Probablement qu'Elodie en parlera mieux que moi. On va passer aux JAK inhibiteurs. On veut les prescrire un petit peu partout. Ces JAK inhibiteurs sont faciles à prescrire par voie orale. Et donc, ils ont été évalués également dans la sclérodermie systémique. Je vous présente ce papier qui est un papier un peu frontière avec à la fois un modèle murin et une étude pilote chez des patients qui ont une sclérodermie avec ulcères digitaux. Dans le modèle murin, ils ont en fait utilisé des JAK inhibiteurs de type 1, 2 ou 3 à des souris traitées par de la bléomycine et ils ont évalué l'impact sur l'épaisseur du derme de ce traitement comparativement au bras contrôle. Et ce que l'on voit ici, c'est que l'utilisation de JAK inhibiteurs de type 1 et 2 semble diminuer de façon significative l'épaisseur du derme dans ce modèle murin. Ils ont ensuite publié des données concernant 10 patients qui étaient atteints d'une sclérodermie systémique de forme diffuse avec un score de Rodnan médian qui était de 28. 4 patients sur les 10 patients inclus avaient des ulcères digitaux à l'inclusion. Ils avaient une sclérodermie systémique qui évoluait depuis moins de 20 mois pour la moitié d'entre eux. Et donc, ils étaient anti-SL70 positifs. Ils les ont traités pendant 24 semaines et ils nous montrent que le score de Rodnan évolue de façon favorable avec une diminution de 50%, une amélioration du score de Rodnan de 50% chez près de 4 des 10 patients. Et ce qui nous montre aussi que chez ces patients-là, chez les 4 patients qui avaient des ulcères digitaux, il y avait une cicatrisation de ces ulcères digitaux sous baricitinib dans les 24 semaines, avec évidemment pas de bras contrôle et toutes les réserves dans l'interprétation de ces résultats. Et enfin, la dernière étude qui m'apparaît intéressante avec cette molécule qui est assez imprononçable, qui est le ziritaxestat. En fait, cet essai-là, qui est un essai de phase 2,
vise à évaluer l'intérêt de ce traitement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce traitement? C'est un traitement que l'on prescrit par voie orale qui va bloquer l'autotaxine. L'autotaxine, c'est une enzyme qui est très importante dans la métabolisation de l'isophosphatidyl-choline que vous avez là, un acide lysophosphatidylque. Ici en rouge, en fait, et il y a des publications assez riches, en fait, et des travaux importants qui montrent que cette molécule-là va jouer sur un certain nombre de paramètres, notamment sur certains mécanismes inflammatoires et de fibrose que l'on observe dans la sclérodermie systémique pour ce modèle présenté ici. Et donc, les patients qui avaient une sclérodermie systémique de forme diffuse avec un score de Rodnan supérieur à 10 qui évoluait depuis moins de 5 ans ont reçu soit le traitement, soit le placebo. Ils étaient évalués à 24 semaines et à l'issue des 24 semaines, ils basculaient tous dans le bras traitement. Et ce qu'il nous montre ici à 24 semaines, c'est il semblerait qu'il y ait une tendance à une amélioration supérieure du score de Rodnan comparativement aux patients qui reçoivent le placebo, mais ça reste un essai de phase 2 dont tout l'intérêt reste bien sûr à évaluer sur des essais un peu plus poussés de phase 3. Juste un mot pour terminer, en fait, ce papier qui me paraissait intéressant parce que je trouve qu'il est très bien adossé aux essais cliniques, aux valeurs prédictives de la recherche, en fait, dans le choix des molécules thérapeutiques. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cet essai-là? Alors, c'était l'essai SLS2, en fait, qui est un essai qui évaluait le traitement de la PID dans la sclérodermie systémique avec 2 bras, le bras MMF et le bras cyclophosphamide. Et donc, ce qu'ils ont fait dans cette étude ancillaire, c'est qu'ils ont pris le sang des patients à l'inclusion et après 12 mois de traitement par MMF ou cyclophosphamide, et ils ont évalué l'expression génique globale, en fait, en faisant une transcriptomique très large de ces cellules-là à l'inclusion et à 12 mois. Et ce que l'on voit, c'est que selon le traitement reçu par les patients, le MMF ou cyclophosphamide, il y a un impact majeur sur la transcriptomique avec des profils génotypiques qui sont très différents. Et puis, ils sont allés voir si ça pouvait nous donner une idée de la valeur prédictive de cette expression transcriptomique sur la réponse au traitement. Et ce qu'ils ont montré, c'est que chez les patients qui recevaient du MMF, si on regarde chez ces patients-là, ceux chez lesquels il y a une bonne amélioration de la capacité vitale forcée, on s'aperçoit qu'à baseline, ce sont des patients qui ont une surreprésentation de certains modules transcriptomiques associés aux lignées lymphoïdes, alors que les patients qui ont à baseline des modules associés aux lignées myéloïdes et à l'inflammation, ce sont des patients qui vont répondre moins bien au traitement par MMF sur le plan de la capacité vitale forcée. Donc, une valeur prédictive qui pourrait être assez séduisante, qui pourrait peut-être à l'avenir nous orienter vers la stratégie thérapeutique à proposer chez nos patients. Je vous remercie.